Bonjour à tous, je vois qu'il est 9h05, on attendait les derniers participants. Alors, nous allons commencer. Je suis Benoît Lopez, conseiller en urbanisme au CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et je suis accompagné par Aurélie Gerbe, conseillère en paysage et urbanisme, Bonjour. et Hervé Sibilino, directeur, conseiller en architecture et urbanisme. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui 68 inscrits. Nous vous remercions d'être présents et d'être si nombreux. Ce webinaire organisé par le CAU du Loiret intitulé Sobriété foncière et transition écologique, quelles formes urbaines pour demain? Je vous propose de vous présenter le cadrage du webinaire de ce matin. L'objectif de ce webinaire sera de comprendre le phénomène d'étalement urbain et les enjeux de sa limitation instaurée par les récentes lois sur la sobriété foncière, d'aborder les moyens spatiaux et qualitatifs mobilisables pour répondre à ces nouveaux objectifs tout en préservant le cadre de vie des habitants. Et également connaître le programme d'action que mènera le CAU du Loiret sur le sujet en 2025 et 2026. Ce webinaire durera 40 minutes. Après une introduction, la présentation se composera de 3 parties. La première partie traitera l'intensification des formes urbaines. La seconde partie précisera la renaturation et les îlots de chaleur dans la densité. Et la troisième partie sera consacrée à la mobilisation des espaces périphériques. Pour finir, un temps de questions-réponses est prévu en fin de webinaire. Questions à poser par écrit dans l'espace conversation. Ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur notre site internet caue45.fr dans la rubrique ressources vidéo. Pour les personnes ne souhaitant pas apparaître dans le replay, je vous remercie de ne pas afficher votre caméra. J'en ai fini avec le cadrage. Je laisse la parole à Hervé qui va vous présenter l'introduction de ce webinaire en abordant le changement de paradigme induit par le passage Bonjour. porté par l'étalement de l'urbanisation à une nouvelle approche de l'aménagement guidée par la sobriété foncière. Merci Benoît. L'étalement urbain désigne la tendance des villes et des villages à s'étendre du centre vers la périphérie. Ce phénomène s'est développé de manière conséquente depuis les années 1970. Il a entraîné une augmentation massive des surfaces urbanisées, due notamment à l'essor considérable de l'automobile et du marché de la maison individuelle. Parallèlement, différentes dispositions législatives ont été instaurées pour organiser et réguler la progression de l'urbanisation. En 1967, la loi d'orientation foncière organise la planification et la gestion du droit des sols avec les POS et les schémas directeurs. En 1981 et 82, ce sont les lois sur la décentralisation qui transfèrent les compétences en matière d'urbanisme vers les collectivités locales. Puis en 2000, la loi SRU est votée. Elle induit et institue un urbanisme de projet avec les PLU et les SCOT. Dès lors, on va parler de lutte contre l'étalement urbain et de densification raisonnée des espaces déjà urbanisés. Suivront les lois Grenelle 1 et 2, qui généralisent les SCOT et définissent la trame verte et bleue, la loi ALUR, qui supprime les COS et transfère les compétences des PLU vers les intercommunalités, la loi Reconquête de la biodiversité, de la nature, des paysages, qui conforte la séquence éviter, réduire, compenser pour les projets d'aménagement. Enfin, la loi Climat et résilience qui projette une réduction drastique de l'artificialisation des sols avec comme objectif son arrêt en 2050. À travers ces lois, le législateur a produit des outils et des dispositions réglementaires pour réguler et organiser le développement de l'organisation. La zone d'aménagement concerté, les périmètres d'attente de projets d'aménagement global, les associations foncières urbaines de projets, les zones d'aménagement différées, les orientations d'aménagement et de programmation, les zones agricoles protégées. Pour autant, et malgré ces outils, le mouvement d'artificialisation des surfaces s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, avec une consommation croissante de l'espace.
En France, ce sont ainsi entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont artificialisés chaque année. En région Centre, Val-de-Loire, l'essentiel est généré par l'habitat et par les activités. Dans le département du Loiret, de 2009 à 2019, la consommation moyenne est d'environ 380 hectares par an. Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population et présente des répercussions directes sur le cadre de vie des citoyens et sur l'environnement. Les incidences sur l'impact carbone, la réduction des terres agricoles, la biodiversité, mais aussi la prise en compte des coûts induits et du dérèglement climatique ont conduit à promouvoir depuis quelques années une réduction marquée de l'étalement urbain au profit d'un resserrement des implantations humaines et d'un maillage du territoire favorisant les proximités. Cette approche rompt avec la démarche antérieure, basée sur l'expansion des surfaces urbanisées et leur zonage fonctionnel. Il s'agit aujourd'hui de s'orienter vers un véritable changement de paradigme consistant à limiter l'artificialisation des terres pour tendre à terme à un arrêt de la consommation foncière tout en favorisant la multifonctionnalité des espaces. Cet urbanisme de projet se concentre sur la reconquête des centres-bourgs, la mobilisation des friches, la réhabilitation du bâti vacant et l'occupation des gisements fonciers compris dans les enveloppes urbaines existantes. L'exercice n'est pas simple. Il induit des transformations du marché et implique une reconsidération progressive, mais aussi l'établissement d'un équilibre entre espace bâti et espace de respiration et de nature, propice à l'établissement d'une densité heureuse. Fort de ses compétences en urbanisme, architecture et paysage, et de sa connaissance du territoire départemental, le CAUE engage en 2025 et 2026 un programme d'action sur ce sujet de la transition et de la sobriété foncière avec le soutien du Fonds vert. Dans la continuité de nos actions des années précédentes, il s'agit de nous intéresser au volet qualitatif de l'intensification des espaces urbanisés. En sensibilisant et fédérant les acteurs du territoire autour des enjeux et de démarches qualitatives liées à la mise en œuvre de la sobriété foncière, en accompagnant les collectivités dans la conduite des projets d'urbanisme durable, en repérant et en portant à connaissance des opérations de référence adaptées au paysage loiretain. Le positionnement du CAUE en amont de l'intervention des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre et des aménageurs, nos capacités à élargir les réflexions avec les collectivités et leurs partenaires nous amènent à intervenir selon 3 axes que nous allons présenter aujourd'hui. L'intensification des formes urbaines, la renaturation et la création d'îlots de fraîcheur dans la densité, la mobilisation des espaces périphériques. En premier lieu, je passe la parole à Benoît, qui va nous exposer la question de l'intensification des formes urbaines. Merci Hervé. Alors tout d'abord, il faut s'intéresser à l'organisation des villes et villages. Le cœur de ville est organisé d'un noyau traditionnel et dispose d'habitats diversifiés, d'équipements, de services et de commerces. C'est ici que l'on retrouve la densité d'habitat la plus forte. Pour et la continuité par le bâti du cœur de ville, développé autour sur les axes de circulation. Les activités de services et de commerce y sont moins ou pas développées. Le pavillonnaire s'est développé sur de grands terrains organisés en diffus ou en lotissement, souvent situés en périphérie des bourgs. La zone d'activité s'est développée en entrée de bourg, souvent à proximité du voie de chemin de fer. Elle est située entre l'espace habité et l'espace agricole, naturel ou forestier. Dans cette partie, on s'attachera à présenter la pluralité des formes urbaines qui témoignent de la mise en place historique du bâti. Le département du Loiret est marqué par plusieurs ensembles paysagers. La Beauce, la Sologne, la Forêt d'Orléans, le Val-de-Loire, le Gâtinais, la Puisée et tant d'autres. Tant de paysages identifiés par la nature du sol, les cours d'eau, le relief, les plantations, les espaces naturels, agricoles ou forestiers. La diversité de ces paysages marque l'identité singulière des lieux de vie d'habiter. L'architecture des villes et villages est le relief de ce que l'on retrouve dans le paysage et notamment dans le sol, avec les moellons, le bois, l'argile
transformés en briques et tuiles. Tous ces éléments doivent être pris en compte dans l'intensification des villes et villages. Au cours des siècles, différents types de développement de bourgs sont apparus sur le territoire, marqués par l'histoire et la typologie des lieux. Le bourg linéaire se développe le long d'une rue, suivant l'axe tracé par la route et les voies communales. Le découpage des parcelles y est généralement perpendiculaire à l'axe de circulation. Les maisons bordent la rue principale et présentent leur façade à l'alignement. Le bourg compact est caractéristique d'une géographie de plaine. Il est structuré autour d'un cœur de bourg, un noyau traditionnel classique, où l'on retrouve l'église, la mairie, la place du village. Les rues sont organisées de manière orthogonale ou en cercle concentrique et sont révélatrices du développement historique du village. Le bourg en étoile s'est construit à la croisée de plusieurs voies, entraînant un développement linéaire suivant différentes directions. Nous allons parler maintenant de formes urbaines différentes pour une densité équivalente. La densité réelle est le ratio entre la surface bâtie et le nombre de logements sur une surface, et la densité perçue est plus subjective, liée à la perception de l'espace, l'expérience de l'observateur, l'aménagement d'un quartier et au contexte territorial. L'exemple ici, pour une surface et un nombre de logements équivalents, la forme urbaine est totalement différente. Dans l'image 1, 24 maisons individuelles organisées autour d'une voie de desserte. Les maisons sont implantées au milieu de leurs parcelles. Les surfaces de parcelles sont plus ou moins identiques. Les espaces publics sont la voie d'accès à l'automobile. Il n'y a pas de cheminement vers les autres quartiers. Contrairement à l'image 2, pour une surface parcellaire d'opération équivalente, 24 logements mixtes, collectifs et habitats groupés, individuels mitoyens organisés sur des petites parcelles privées, laissent place à un large espace public vert commun central, où l'on retrouve de la mixité sociale, urbaine et intergénérationnelle. On y retrouve également des cheminements connectant vers les autres quartiers alentours. La voie d'accès automobile est quant à elle reportée vers l'extérieur de l'opération. On peut se poser la question, quelle densité pour quelles formes urbaines à choisir? La densification des espaces urbanisés limite la consommation foncière et l'étalement urbain en répondant à certaines attentes des habitants, par la proximité des équipements publics, des commerces et des services, une nouvelle qualité de vie et d'usage, économe en énergie et respectueuse de l'environnement, un transport en commun, des mobilités partagées avec le réseau pouce, autopartage ou déplacement doux, ou encore un accès à un espace de nature, parc, jardin et cours d'eau. La conception de l'aménagement urbain et la végétalisation du site permettent d'assurer le confort climatique d'un habitat dense. Îlot de fraîcheur l'été par la maîtrise des ombrages et une aération naturelle, ensoleillement des façades et compacité des espaces l'hiver. Cette conception globale doit aussi tenir compte des nuisances occasionnées par le bruit, l'usage de l'espace public et de la voirie, et de la pollution de l'air pour offrir un cadre de vie sain et confortable. Une des réponses à l'intensification passe par la diversité des formes urbaines, permettant de laisser place à un espace public plus généreux et agréable. L'acceptation de la densité passe également par la présence d'espaces de respiration végétalisés de taille importante qui facilitent la rencontre et le vivre ensemble des habitants. Ils sont situés en cœur de bourg, jardins historiques, squares, places ou plus ponctuels en pied de mur, ou en périphérie, parcs de loisirs, vergers, jardins partagés. Aménager ces espaces publics partagés comme un espace agréable et de détente. Ces espaces sont des lieux aux multiples usages, promenades, relaxation, sport, qui améliorent le cadre de vie des habitants. Ils participent aussi à l'attractivité touristique et à l'image positive des bourgs. Les éléments de confort majeurs dans l'habitat, l'ensoleillement des logements selon les saisons et la préservation de l'intimité des habitants par rapport à leurs voisins doivent guider la conception d'un quartier intensifié pour assurer un cadre de vie paisible et attractif. Le prolongement extérieur des logements représente un facteur de qualité des opérations. La réduction de l'emprise foncière n'interdit pas de proposer des configurations liant fonctionnalité, polyvalence et confort. De taille limitée, l'espace extérieur est alors pensé comme une véritable pièce à vivre. Il peut prendre différentes formes, patio ouvert, cour, jardinet, jardin vertical, loggia, terrasse ou encore balcon.
Organiser les limites entre l'espace privé et l'espace public pour garantir l'intimité. Mais comment faire? Le développement urbain des villes et villages a engendré des espaces délaissés, vides de toute occupation en cœur de bourg. Pour répondre à ce phénomène, les communes doivent identifier les dents creuses, ou encore les friches, ou encore le bâti vacant. Ces lieux, souvent situés à proximité des commerces, des services et des équipements, présentent un fort potentiel pour la dynamique des territoires. Aujourd'hui, l'enjeu autour de ces opportunités foncières est d'identifier le potentiel de densification et de mutation de ces espaces délaissés dans les centres-bourgs. Dans le cadre d'un site ancien existant, la qualité d'une reconversion est toujours liée à l'adéquation entre le foncier existant et la nouvelle fonction, l'espace disponible et les besoins du programme, la configuration du lieu et le fonctionnement possible, l'image ancienne et la nouvelle. La reconversion exprime la volonté de conserver un édifice dont la valeur patrimoniale est reconnue en lui redonnant une utilité. Le changement d'usage qui s'opère lors d'une reconversion nécessite l'adaptation du bâti à ce nouvel usage, mais ces transformations s'effectuent dans le respect de l'esprit du lieu. Le renouvellement urbain est une transformation spatiale et sociale d'un quartier, par la morphologie des espaces urbains, bâtiments, équipements, infrastructures, et les modes de vie des habitants qui le composent. Ces transformations visent généralement à améliorer la qualité de vie dans les quartiers concernés, à réduire les inégalités socio-économiques entre quartiers et à valoriser les espaces publics et mieux répondre aux besoins des populations locales. La qualification de construction sur une dent creuse s'effectue au regard de la typologie du bâtiment susceptible d'être construit, de son implantation ainsi que de la taille du terrain. La nouvelle construction se doit de respecter la trame et la forme urbaine existante du secteur. Ou encore, étudier la possibilité d'implantation d'un espace de renaturation d'un site comme nouvel espace de respiration et de récréation et améliorer le confort urbain des habitants. La démarche d'intensification prend tout son sens lorsqu'elle participe à la mise en valeur des espaces naturels, compris dans l'enveloppe urbaine et parfois protégés au titre de leur biodiversité, de leur qualité paysagère ou de la gestion des risques. Porteurs de l'identité du territoire, ces espaces sous-occupés participent à la valorisation du cadre de vie des habitants. À l'inverse d'une dispersion sur le territoire, le regroupement des espaces densément bâtis préserve ces espaces de nature qui, par leur situation et leur qualité environnementale, deviennent facteurs de qualité urbaine et attractivité des villes et des villages. Je laisse maintenant la parole à Aurélie, qui va nous parler de renaturation et îlots de fraîcheur dans la densité. Merci Benoît. Avec les enjeux de sobriété foncière, il ne s'agit pas uniquement de trouver des espaces ou densifier les constructions pour accueillir davantage d'habitants, mais de le faire qualitativement et de donner envie aux futurs locataires ou acheteurs de venir vivre dans la densité. Un des facteurs pour que celle-ci soit acceptable est la qualité des espaces extérieurs et la place de la nature en ville que l'on créera. Les ateliers et webinaires sur ce thème questionneront donc la place de cette nature en ville au travers de la renaturation des espaces et de la création d'îlots de fraîcheur. Nous parlons de renaturation dans cet objectif de sobriété foncière, car ce sujet implique de travailler sur des espaces déjà urbanisés et donc non naturels. Selon la définition, la renaturation ou la désartificialisation consiste en des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol. Nous identifions 3 facteurs pour améliorer la qualité d'un sol. L'amélioration de la nature de celui-ci, s'il est ouvert ou fermé, s'il y a de la pleine terre. La revégétalisation pour réintroduire de la biodiversité en ville. Et enfin, la possibilité, en fonction des contextes, de remettre en eau les espaces. La renaturation des villes a plusieurs objectifs. La reconquête de la biodiversité, l'adaptation des territoires au changement climatique. On sait aujourd'hui que la présence de nature en ville participe à la qualité du cadre de vie et donc à la santé, et que cette renaturation permet de favoriser l'acceptabilité sociale de l'intensification urbaine. Nous proposons de regarder la renaturation par 3 vecteurs de projet qui peuvent être également vus comme 3 temps d'un même projet.
favoriser la trame verte et bleue, désartificialiser et désimperméabiliser les sols, créer des îlots de fraîcheur. Afin de déterminer où privilégier les opérations de renaturation, les communes peuvent s'appuyer sur les trames vertes et bleues. Principalement définies à l'échelle du SCOT, il est intéressant de s'en servir dès le diagnostic afin de mieux intégrer les projets dans le territoire et le paysage existant. Elles peuvent être à préserver, compléter ou conforter. Mais qu'est-ce que la trame verte et bleue? Il s'agit des milieux naturels ou semi-naturels permettant aux animaux et espèces végétales de se reproduire, se nourrir, se développer et se reposer. Ces trames vertes et bleues sont composées de plusieurs milieux. Pour la trame verte, ce sont les réservoirs de biodiversité comme les forêts et les boisements, mais également les corridors écologiques qui relient ces réservoirs, des alignements d'arbres ou des espaces naturels ouverts comme des prairies. Pour la trame bleue, ce sont les cours d'eau et les zones humides. L'objectif est de maintenir et reconstituer un réseau d'échange pour les espèces animales et végétales au sein du territoire. Dans un premier temps, il s'agit d'identifier, préserver les espaces de nature importants et de les donner à voir. Il faut ensuite diminuer la fragmentation des habitats naturels. La démarche de sobriété foncière est donc un atout pour la trame verte et bleue en limitant la consommation de ces derniers. Des corridors écologiques peuvent et doivent être créés pour relier les espaces de nature fragmentés. Ces continuités doivent être pensées de manière à améliorer la qualité et la diversité des paysages en privilégiant différentes strates végétales ou en révélant les spécificités du territoire. Et si des milieux humides sont présents au sein de la commune, il est important d'en améliorer la qualité en réouvrant des cours d'eau canalisés, par exemple. Beaucoup de projets peuvent alors être imaginés autour des sujets de la trame verte et bleue. Des parcours de promenade peuvent être mis en place dans des milieux naturels. Les parcs et jardins peuvent être imaginés comme des espaces multifonctionnels, à la fois corridors écologiques, aires de jeu, bassins de rétention des eaux de pluie. Et les nouveaux quartiers peuvent être conçus en favorisant les continuités écologiques. Par exemple, ici, en proposant des clôtures naturelles doublées de haies champêtres. Le deuxième temps ou type de projet que l'on vous propose est la désartificialisation et désimperméabilisation des sols. L'artificialisation concerne les sols urbanisés comme les constructions, les voiries, les nappes de parking. Mais elle concerne aussi tous les espaces qui ont été impactés par l'homme et qui ont perdu leur qualité agronomique. Cette définition inclut donc les espaces enherbés ou les friches. La désartificialisation renvoie alors à un processus de restauration écologique de ces sols, que ce soit spontané ou par une intervention humaine. Afin de retrouver un sol naturel ou s'en rapprocher dans le cas d'un sol imperméable en enrobé ou béton, la première étape est de le désimperméabiliser. Cela va principalement permettre de réduire le risque d'inondation en évitant le ruissellement de l'eau vers les rivières. L'eau pourra être absorbée sur place et permettra de nourrir les végétaux, favorisera leur évapotranspiration, ce qui participera au rafraîchissement de l'air. Désimperméabiliser et désartificialiser signifie également avoir accès à une terre de qualité et à la possibilité de planter des végétaux. La chute des feuilles apportera de la matière organique sur le sol que les vers transformeront en nutriments qui eux-mêmes favoriseront la croissance des végétaux. C'est tout un écosystème autonome qui peut se mettre en place et créer un sol vivant favorable à la biodiversité. En fonction des budgets, de l'espace, des objectifs de la commune, différentes échelles de projets peuvent être envisagées pour désimperméabiliser les sols. En ouvrant des espaces de végétalisation, en supprimant l'enrobé en pied de façade, sur lequel un fleurissement participatif ou spontané peut prendre place, en désimperméabilisant certaines surfaces comme des zones de stationnement ou des cheminements piétons, ou en créant des espaces naturels en ville comme des parcs, des noues, avec des objectifs de stockage des eaux de pluie. Enfin, la renaturation peut également être regardée sous le prisme de la création d'îlots de fraîcheur. L'urbanisme actuel des villes a tendance à créer des îlots de chaleur, des espaces où la température en été
est vite intenable, et cela par plusieurs facteurs. Les revêtements, comme les enrobés noirs, stockent la chaleur et la rediffusent la nuit. Il y a peu de végétation, avec des arbres souvent isolés, avec peu d'espace pour se développer, qui résistent moins dans le temps et apportent peu d'ombre. Des formes urbaines qui ne favorisent pas la circulation de l'air dans la ville et dans le logement lui-même. Et ce sont des espaces où l'on se déplace principalement en voiture, ce qui favorise davantage le réchauffement climatique. L'objectif est alors d'aménager des villes et des villages, réduisant le plus possible ces effets d'îlots de chaleur. De l'ombre doit être créée grâce à la plantation d'arbres. En plantant différentes strates végétales, cela permet de favoriser l'évapotranspiration des végétaux et de réduire les températures. La présence d'eau est également un des facteurs de rafraîchissement urbain. L'humidité dégagée par des rivières ou des fontaines participe au confort thermique des espaces. Par rapport à l'implantation des bâtiments, il va être important de réfléchir à leur orientation, de favoriser des logements traversants. Quant aux logements déjà existants, il s'agira de prévoir leur rénovation, si nécessaire, afin de limiter les déperditions de chaleur. Enfin, il sera nécessaire de veiller à choisir des matériaux adaptés, de préférence clairs pour refléter l'énergie solaire, mais aussi qu'ils soient perméables et anticiper leur provenance pour réduire leur impact carbone. La création d'îlots de fraîcheur dans les projets se fait principalement via les espaces publics, en aménageant des espaces végétalisés et ombragés, en recréant des mini-forêts urbaines avec des potentiels d'évapotranspiration plus importants, ou en installant des effets d'eau pour un rafraîchissement plus immédiat. Mais la conception des îlots de fraîcheur se fait aussi à l'échelle d'un quartier, en travaillant l'implantation des logements pour favoriser la circulation des vents et les orientations par rapport au soleil, en pensant à la conservation et à la création de trames arborées, et en proposant des formes urbaines adaptées aux périodes de canicule. Imaginez la renaturation des villes à l'échelle du territoire, favoriser la désimperméabilisation des sols et développer les projets comme des îlots de fraîcheur permettra donc de créer des cadres de vie agréables pour les habitants actuels et futurs de la densité. Ces principes peuvent être mis en place dans les centres-villes, mais aussi dans les espaces périphériques moins denses avec davantage de place pour les renaturer. Espace dont Hervé va vous parler maintenant pour la troisième partie de ce webinaire. Merci Aurélie. Euh, Effectivement, on va maintenant aborder la question des tissus à faible densité qui sont urbanisés au-delà des centres et des faubourgs et combinent des lotissements pavillonnaires, des espaces de loisirs, de sport, d'équipements d'éducation, de culture et de santé, et des zones d'activité artisanales et commerciales. Constituées alors que les problématiques de sobriété foncière n'étaient pas d'actualité, ces périphéries laissent apparaître des délaissés, des emprises vacantes ou des secteurs vieillissants qui représentent un gisement foncier important dont la mobilisation est propice à la limitation et à l'artificialisation des sols. Alors comment les caractériser? Plusieurs faiblesses peuvent être identifiées sur ces espaces. Ce sont souvent des lieux mal définis, distendus, qui peuvent être marqués par des problématiques d'obsolescence et de vieillissement structurel. Pensés avant tout pour l'automobile, ils sont souvent cloisonnés. Leur fréquentation est liée à des plages horaires définies par leurs usages, le travail, le loisir, le repos. Enfin, leur isolement et l'omniprésence de la circulation motorisée peuvent être des sources d'insécurité. Dans le même temps, plusieurs atouts sont à préserver. La faible densité de ces espaces distendus est favorable à une certaine tranquillité des habitants. Ils sont souvent constitutifs d'un paysage aéré, marqué par une forte présence de nature qui peut être propice à la préservation de la biodiversité. Enfin, les enjeux de leur mobilisation sont pluriels. Leur situation en entrée de ville ou de village participe à l'image de marque des communes. Le gisement foncier qu'ils représentent induit des risques, mais aussi des opportunités pour l'organisation spatiale et l'économie des collectivités. Effectivement, sous la pression du marché, ils peuvent faire l'objet d'opérations spontanées, source de conséquences sur le réseau et les équipements publics,
ainsi que donc d'impact de voisinage et sur le vivre ensemble. Souvent enclavés ou mal desservis, ces secteurs peuvent représenter des risques de ségrégation sociale. Leur intensification doit prendre en compte le respect du cadre de vie des habitants déjà présents. Leur mobilisation peut s'avérer complexe et liée à des freins sociaux, au statut des copropriétés ou des propriétés et à des nécessités de dépollution. Alors, quelle réflexion engager sur ces périphéries? Si la rénovation des centralités est aujourd'hui un sujet courant de l'aménagement, la valorisation des périphéries, notamment au milieu rural ou périurbain, est encore limitée. Aussi, au cours de ce programme que nous allons mener sur les 2 années à venir, nous ferons référence à un certain nombre de démarches innovantes, parfois d'expérimentation, qui se déroulent au niveau régional, départemental, voire plus largement national. Dans le même esprit que pour les centres-bourgs, nous accompagnerons les collectivités sur des opérations pouvant toucher à la fois les espaces publics et les espaces privés, en mobilisant tous les outils du droit de l'urbanisme, afin de valoriser l'image de ces quartiers, renforcer leur attractivité et leur fonctionnalité, participer à la revalorisation des biens privés, identifier des opportunités foncières, permettre la connexion des tissus pierres et faciliter les déplacements actifs au sein de la ville ou du village. Dans les secteurs d'habitat, la mobilisation des espaces périphériques passe par l'optimisation de certains secteurs en vue de dégager des emprises foncières. La restructuration des lotissements se fait notamment avec la rénovation des espaces publics et des réseaux, les opérations de réhabilitation énergétique groupées, la restructuration des espaces publics, les expérimentations de densification maîtrisée de type BIMI. Cette densification douce des espaces pavillonnaires est une réponse à la multiplication des urbanisations en deuxième ou troisième rideau, permettant d'encadrer les découpes foncières. Elle permet de porter un regard sur les opportunités d'un secteur donné, tout en prenant en compte les demandes individuelles des habitants propriétaires. Réduire la surface de parcelles, financer un autre projet, diversifier l'offre de logements. La restructuration passe par la mutualisation de certaines parcelles et leur optimisation en vue de la réalisation d'équipements de proximité, espaces publics, voiries de dessert, tiers-lieux, espaces mutualisés. Cette démarche de projet combine une analyse du potentiel de densification à l'échelle de la commune, la définition d'un secteur de projet et l'engagement d'une consultation et d'un accompagnement des propriétaires. Elle passe par une analyse, voire une adaptation du règlement d'urbanisme, l'information des propriétaires et la proposition d'un service de conseil architectural. Pour leur part, les espaces d'activité commerciale ou artisanale couvrent des surfaces importantes en périphérie des villes. Pour les plus anciens, ils sont le fruit d'implantations isolées et de zones aménagées progressivement sans réel projet d'ensemble. Leur restructuration permet d'optimiser le foncier, de valoriser leur insertion paysagère, de valoriser donc l'image de marque de la commune, de traiter les franges et les connexions avec les autres espaces urbains, de renforcer les mobilités douces et de favoriser leur mixité fonctionnelle. Introduire de la mixité dans les secteurs monofonctionnels destinés aux activités permet notamment d'offrir des services de proximité aux usagers. Crèches, restaurants d'entreprise, équipements de pratiques sportives, lieux de détente et de culture. Ça permet de facto de générer une fréquentation au-delà des usagers quotidiens et d'organiser la mise en relation avec les autres quartiers. Enfin, de replacer les zones d'activité dans une offre immobilière globale. Les réflexions peuvent s'accompagner d'implantation ou de délocalisation de certains lieux de production hors des espaces dédiés. Enfin, les lieux de pratique sportive et de loisirs, souvent en proximité avec les équipements d'enseignement, relèvent de problématiques proches de celles des lieux d'activité, à la différence que la maîtrise foncière y est très largement publique. Les moyens d'action sont donc facilités.
Pour autant, la juxtaposition des équipements au fil des décennies a généré des interstices, des délaissés, des accès et parfois des fonctions qui peuvent être réinterrogées ou mutualisées. Là aussi, des opportunités foncières peuvent naître de réflexions sur leur restructuration en parc des sports ou en parc de loisirs et d'équipements, ainsi que par le traitement de leur proximité avec les quartiers d'habitat. Un potentiel foncier important, les espaces périphériques présentent ainsi des opportunités conséquentes pour les opérations d'aménagement à venir. Leur structuration et leur mise en œuvre sont aussi un vecteur de l'attractivité et de la qualité de vie dans les collectivités. S'intéresser à leur mobilisation induit leur interconnexion dans le cadre d'une réflexion globale sur l'enveloppe urbaine. Nous en venons finalement à la présentation du programme que nous allons développer sur les 18 mois à venir. Les objectifs sont de rechercher la qualité dans les opérations d'intensification urbaine, promouvoir une densification douce et acceptable, de répondre aux évolutions des modes de vie, afin de prendre en compte les enjeux de la transition écologique. Je laisse la parole à Aurélie qui va maintenant détailler nos futures actions en visite et conclusion. Tout au long de ce programme sur la sobriété foncière, nous associerons différents partenaires, que ce soit l'État, la région, le département, Cap Loiret, les collectivités, les chambres consulaires, les opérateurs ou les associations. Ce programme de sensibilisation est proposé sur le prochain trimestre à plusieurs thématiques. Des webinaires comme celui animé aujourd'hui sur les 3 thèmes que nous avons évoqués précédemment afin d'aller plus loin. Le premier sera sur la mobilisation des espaces périphériques, puis la renaturation des îlots de fraîcheur et enfin l'intensification des centres-bourgs. En parallèle, des ateliers participatifs sur les mêmes thèmes seront organisés sur le territoire par aire géographique afin de parler de vos enjeux locaux. En complément de ces premiers ateliers, nous proposerons cet hiver un atelier sur les stratégies foncières et un second sur les montages d'opérations alternatifs. Nous proposons aux collectivités d'échanger sur leurs projets visant à la sobriété foncière. Nous accompagnons les communes par différentes étapes de conseil, établir un diagnostic partagé, définir les enjeux à l'échelle du projet et de la collectivité, conseiller les acteurs et partenaires du territoire à associer aux réflexions, proposer une méthodologie de conduite de projet et enfin accompagner les communes dans la formulation de leurs commandes d'études auprès des maîtrises d'œuvre. Nous établirons également des fiches références sur des projets de sobriété foncière exemplaires à l'échelle du Loiret et de ses régions naturelles périphériques. Si vous souhaitez échanger avec nous sur vos projets d'aménagement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous accompagnons sur tous les sujets touchant au cadre de vie, urbanisme, architecture et paysage. Concernant les ateliers thématiques, nous sommes également à la recherche de lieux où les organiser. Pour information, les premiers sur le thème de l'intensification des centres-bourgs vous seront proposés par secteur: Val-de-Loire, Beauce, Gâtinais, Sologne-Puisé, en avril et en mai prochain. Donc, nous allons maintenant mettre fin à ce webinaire. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Au plaisir de vous retrouver lors de prochains événements organisés par le CAU du Loiret. Nous restons à votre disposition pour tous vos projets d'aménagement, d'architecture, de paysage et d'urbanisme. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet et nos réseaux sociaux qui sont mis à jour quotidiennement. Et nous vous enverrons prochainement des invitations pour les prochains ateliers et webinaires. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.